Aujourd'hui, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, un podcast. En fait, normalement, ça devait être une vidéo, mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton et ça a juste enregistré l'audio. Je présente mes excuses aux intervenants qui sont de très bonne qualité. Alors, je publie en ce moment cette vidéo parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser de mes addictions? Donc là, c'est une première série de questions un peu pour tout le monde. J'aimerais bien qu'il y en ait une autre sur des questions un peu plus particulières. Mais surtout, je la publie en ce moment parce que, vous en notez, pour ceux qui ont des problèmes, le 12 mars, Light in the Dark, c'est très bien Light in the Dark, c'est un truc fait par le diocèse de Toulon-Fréjus, propose un parcours avec un accompagnement, ça dure 30 jours, pour se libérer avec justement un des intervenants que vous allez écouter, Tanguy Laforgue. Laforgue, je sais pas, enfin vous verrez, bref. En tout cas, il est très bien, il est psy et moi je peux que vous conseiller de vous inscrire à ce parcours. C'est une question qui est très régulièrement revient ici et je me suis dit que pendant le carême, eh ben, c'était le moment à la fois de sortir cette vidéo. Donc là, ça vous fera un petit podcast à écouter pendant que vous faites leur passage, la cuisine, etc. Et puis en vous donnant envie de vous inscrire à ce parcours. Je ne fais pas un placement de produit, c'est pas quelque chose que je fais pas la pub de quelqu'un, etc. Mais quand je vois l'étendue des dégâts, enfin, c'est bien que ce genre de parcours existe. Donc n'hésitez pas. Allez-y. Et puis pour tout le monde, le podcast à venir, ça vous fera un premier tour de chauffe et répondre pas mal déjà de vos questions. Toutes les informations sont en bas. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, peut-être plus longue, mais que je fais pour les besoins de la cause, puisque le confesseur que je suis est confronté de manière extrêmement régulière à cette question, c'est la question de la pornographie et la question de la masturbation, à tel point que il faut que je demande des conseils à des spécialistes. J'ai avec moi la joie d'avoir Tanguy Laforgue et au milieu Olivier Florent, qui sont tous les deux auteurs de livres sur la question de la pornographie. Donc je vous les montrerai en même temps, on va les présenter, mais nous sommes ensemble pour reprendre des questions très régulières qui arrivent et nous espérons pouvoir y répondre du mieux que nous pourrons. Je mets dans la timeline les différentes questions qui sont abordées, donc n'hésitez pas à essayer de trouver celles qui vous intéressent un peu plus. Et puis sinon, en attendant, laissez-vous porter par cette vidéo. Le souhait que nous avons, c'est que ça puisse aider ceux qui ont envie d'arrêter, qui n'y arrivent pas, que ça puisse aussi aider des personnes à se rendre compte de l'étendue des dégâts, parce qu'ils sont là, et que bref, tout cela contribue à permettre aux gens d'avoir des vies qui soient belles. Nous sommes conscients des difficultés qu'il y a autour de ce combat. On n'est pas là pour dire quoi que ce soit de jugement, etc. Le but de ce soir est plutôt de vous donner des outils, une boîte de premiers secours pour vous redonner l'envie de vous en sortir et qui sait, à la grâce de Dieu, la joie de pouvoir y arriver. Nous commençons avec Olivier Florent, donc qui est au milieu, qui a écrit un livre que j'ai avec moi, Alto Porno, aux éditions du Cerf. Les deux livres sont très bons, c'est des livres pour essayer de comprendre derrière les mécanismes psychologiques qui se jouent. On aura le temps de le dire et de le redire, mais je ne pourrai que vous conseiller d'acheter ces livres. Je vous lis la petite biographie. Sexologue fondateur du cabinet Saint-Paul, Olivier Florent est l'auteur avec son épouse de nombreux livres ayant rencontré un grand succès, notamment Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. Il est aussi l'auteur aux éditions du Cerf de Aimer après la foudre et l'orage. Donc, Monsieur Florent est un expert des questions liées au dérèglement de la sexualité, dont les troubles liés à la pornographie, etc. Est-ce que, si des personnes le souhaitent, elles peuvent rentrer en contact avec vous pour vous poser leurs questions? Alors la réponse est oui, hein, il suffit de comment dirais-je, de connaître mon adresse internet, donc olivier.florent, FLORANT, @gmail.com. Ça, c'est le plus important, ou par téléphone. Et je donne beaucoup de consultations par vidéo, internet, dans la mesure où beaucoup de personnes qui font appel à moi sont loin de moi physiquement. Donc n'ayez pas peur de prendre contact. J'ai vu suffisamment au cours de mes confessions de personnes malheureuses et n'y arrivant pas pour vous dire que parfois l'aide d'un spécialiste est plus que nécessaire. La prière, la grâce de Dieu, ça passe aussi par là. Et nous avons aussi Tanguy Laforgue. Donc c'est la soirée des écrivains. Un deuxième livre, délivré 10 étapes pour arrêter la pornographie. Donc encore un livre pour essayer de décrypter les mécanismes de l'addiction et pour vous redonner des conseils pratico-pratiques. Encore une fois, ces deux livres sont très bien faits. C'est pas tout à fait par hasard si jamais j'ai demandé à ces deux personnes d'être là parmi nous. Donc achetez ces livres. Vraiment, je saurais que vous le recommandez. Cette fois-ci, c'est aux éditions de l'Emmanuel. 17 euros, je vous lis la petite biographie. Marié et père de famille, diplômé de Saint-Cyr. Tanguy Laforgue a été officier puis communicant. Aujourd'hui reconverti dans l'accompagnement thérapeutique,
Il a fondé le cabinet Cœur Hacker, comme le hacker informatique. Je vous mets ça en bas aussi, pareil. Et il aide de nombreuses personnes souffrant d'addiction. Il est l'auteur avec Amaury Guilhem de Protégeons nos enfants de la pornographie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Laforgue? Rien à rajouter, sauf que, contrairement à Olivier, je ne suis pas encore grand-père, mais Moi non j'espère que plus. ça arrivera un jour. Moi, j'espère pas. Et Est-ce- donc, je suis joignable aussi. Le plus simple, c'est de passer par mon site internet sur lequel il y a un formulaire de contact. On vous remet là toutes les informations dans la description. Nous avons un gros programme, nous avons beaucoup de questions. Je ne sais pas si on pourra tout faire, mais je vous donne rapidement le plan et puis ensuite on plonge dans l'eau. Nous allons avoir une première batterie de questions sur état des lieux, les statistiques, est-ce que ça concerne beaucoup de personnes. Ensuite, on aura une autre batterie de questions sur des idées reçues que j'ai de manière régulière, soit par des commentaires sur YouTube, soit en MP sur Instagram, soit que je peux avoir dans les discussions avec les étudiants d'aumônerie, etc. Donc, casser quelques idées reçues. Puis ensuite, on va parler de conseils pratico-pratiques, d'addiction. On s'arrêtera un peu plus spécifiquement sur addiction. Et on aura une dernière partie sur des questions un peu plus précises et un peu plus délicates, sur des questions que moi, je me pose en tant que confesseur, parce que parfois, je suis confronté à des problèmes qui sont difficiles. Nous aurons, faites attention, nous aurons au cours de cette vidéo parfois un langage cru. Je sais que nous sommes sur YouTube et que peut-être des enfants de 12 ans, 13 ans tomberont sur cette vidéo. Malheureusement, c'est peut-être nous qui aurons encore le langage le moins cru. On parlait de statistiques. Moi, quand j'étais professeur, on me disait qu'il y avait un enfant de 6e sur 2 qui avait déjà été confronté à la question de la pornographie. Donc, je prends le choix de dire qu'il y aura peut-être des expressions crues, mais que voilà le monde dans lequel nous vivons. Et nous commençons tout de suite avec état des lieux. Si jamais je vous demande des statistiques, est-ce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, les problèmes liés à la pornographie et à la masturbation? Alors la réponse est oui, ça, dans tous les pays, comment dirais-je, où il y a internet, il y a une majorité de gens qui ont regardé du porno et une forte minorité de gens qui peuvent même être accros au porno, dépendant de la pornographie. Il faut bien distinguer les 2 choses, on en reparlera. Donc ça touche autant, enfin plus les hommes que les femmes, mais la consommation de pornographie pour les femmes augmente énormément depuis 10 ans, ce qui fait qu'en gros, on a 80% des gens qui ont vu des films pornographiques chez les hommes et à peu près 50% chez les femmes. Quand vous disiez qu'il y avait une forte minorité de personnes accros, Oui, parce qu'il faut distinguer le fait de regarder de temps en temps un film pornographique ou de la pornographie, et puis le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'en regarder soit une fois par semaine, soit une fois par jour, soit plusieurs fois par jour quand on est vraiment accro, parce que être dépendant, c'est comme pour l'alcool ou pour une drogue quelconque, on ne peut pas s'empêcher d'y avoir recours. alors là, on serait plutôt dans l'ordre de 30%, 20%. Alors ça dépend de l'âge, c'est très très variable. Chez les jeunes, on peut considérer déjà que à 80%, ils ont déjà tous vu un peu du porno avant l'âge de 14 ans, que les plus jeunes commencent à regarder avec les téléphones portables, si ce n'est le leur, du moins ceux de leurs amis dans la récréation au collège, avant même l'âge de 10 ans. Ok, moi je rajoute juste en tant que prêtre que dans les confessions que je reçois, c'est environ une confession masculine sur 2. Et que je dis ça aussi pour les filles, parce que c'est vrai que non seulement ça augmente, mais il y a encore, à mon sens, trop de filles qui ne sont pas au courant des difficultés que peuvent rencontrer leur amoureux, leur chéri, et qu'il y a toujours un moment délicat dans les préparations au mariage où la fiancée découvre que son fiancé a des problèmes, alors qu'il lui a fait une confession dans le sens d'une grande confiance, et que ça, mesdemoiselles, il faut aussi que vous disiez ou que vous soyez prêts à entendre les difficultés que peuvent rencontrer les hommes. Je passe à une autre question un peu plus large, mais c'est bien, ça permet aussi de camper le terrain. Pourquoi est-ce que la pornographie est si attirante? La pornographie est attirante tout simplement parce qu'elle parle de la sexualité et la sexualité, ça suscite la curiosité. La sexualité, c'est la reproduction. Forcément, c'est quelque chose qui est profondément ancré, dans le cerveau. Donc personne n'est insensible aux questions de sexualité et puis, j'ajoute que, la pornographie a quelque chose d'addictogène en elle-même. En tout cas, elle a un pouvoir, d'attraction qui est très fort.
un pouvoir de sidération. De ce fait-là, on peut très facilement être attiré et être capté et ensuite en rester prisonnier. Alors, on parlera tout à l'heure de l'addiction, mais de toute façon, en elle-même, la pornographie suscite la sidération. Une question qui me paraît très importante, donc je vous demanderai votre avis à tous les 2, c'est que régulièrement, j'ai la question suivante: les gens ne voient pas le mal. Ils se disent que, bah, ils sont derrière un ordinateur, qu'ils font de mal à personne et que c'est une fois en passant et que, c'est entre guillemets «un plaisir solitaire». Donc la question est, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne voit pas le mal de regarder des images porno? Et puis ensuite on parlera de la masturbation, mais là juste Mmh. les images porno. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne comprend pas que c'est mal? Alors, je veux bien répondre en premier. Er D'abord, moi, quand je réponds à cette question, quel que soit le public que j'ai en face de moi, je ne parle pas en termes de bien ou de mal. D'abord, je préfère parler de risques, les risques pour soi. Et il y a des risques, pour des personnes mineures, mais également pour des majeurs. Il y a un certain nombre de risques à regarder de la pornographie. Il y a, tous les risques qui sont liés au formatage mental, c'est-à-dire que quand on regarde de la pornographie, on finit par, penser ce qu'on voit et la pornographie véhicule un certain nombre de visions sur la sexualité. Donc on regarde, on finit par penser et derrière, il y a aussi des risques en termes comportementaux, et le risque, c'est de commettre on pourrait dire des maladresses comportementales, voire carrément des dérapages dans la manière de vivre la sexualité. Je peux donner un exemple tout bête, hein. À force de regarder de la pornographie, on peut perdre, le contact avec la notion de consentement. Parce que dans le porno, tout le monde aime ça, tout le monde est disponible, c'est génial. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas toujours oui. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et d'autre part, j'aime bien dire que, la pornographie est un problème en elle-même et il y a un certain nombre de là encore, sans faire de la morale, il y a un certain nombre de considérations, philosophiques, sociologiques ou éthiques que l'on peut prendre en compte, qui permettent de comprendre pourquoi c'est un problème. C'est un problème d'abord parce que, la pornographie donne à voir, une sexualité qui est totalement immature. Alors, par exemple, une sexualité qui est, focalisée sur le génital. Or, une relation sexuelle, c'est pas que le génital. À partir du moment où le porno, montre cette sexualité, il l'encourage. Voilà, donc c'est un problème en soi. La pornographie, c'est aussi un problème parce qu'elle est intrinsèquement machiste. C'est d'abord un truc, fait par des mecs pour des mecs parce que l'excitation, visuelle, ça concerne d'abord les hommes et puis dans la pornographie, il y a quand même un modèle prédominant, même si on trouve de tout, c'est ce modèle selon lequel l'homme domine la femme et puis en tire du plaisir. Et puis il y a un certain nombre d'autres raisons pour lesquelles c'est un problème. Par exemple, le fait que, c'est, la réalisation, la production de porno, c'est totalement, contraire à la dignité de la personne. Et même si on veut bien nous faire croire qu'il y a des gens qui sont consentants, qui sont même payés pour ça, quand on va voir un peu dans les coulisses, on voit bien que la liberté, elle est très peu présente et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées et qui sont exploitées. Et pour le dire autrement, c'est un vaste système, esclavagiste. Voilà, et puis il y a plein d'autres raisons que je ne vais pas développer parce que ce serait trop long. Mais, oui, la pornographie est un Oui, problème. en tout cas, ce qu'on retient, c'est que ça ne peut pas être neutre. Est-ce que monsieur Florent, vous voulez rebondir? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Tanguy vient de dire. J'ajouterais que, la pornographie, il l'a dit d'une certaine façon, est le mauvais moyen de comprendre la sexualité pour réussir une sexualité de couple. Alors pour une personne qui envisage une vie en couple et de rendre heureux son partenaire ou sa partenaire, dans les relations, humaines et donc sexuelles et donc corporelles, eh bien la pornographie, c'est vraiment le truc à pas suivre parce que c'est fait pour exciter les gens et ce n'est pas fait pour respecter les gens. Il y aura encore vous entendez, il y a encore plein d'autres raisons, hein, mais en tout cas, ça veut au moins dire que la pornographie, la simple consommation, ça ne peut pas être une simple consommation. Derrière, vous avez tout un système et cetera. Je rajoute juste, moi, quelque chose qui me fait frémir toujours, c'est que tout le monde n'a pas 18 ans dans les vidéos que les gens regardent sur, on parle beaucoup de la pédophilie et cetera, dans les sites, pornographiques, il y en a. La même question avec la masturbation. Qu'est-ce que vous diriez avec quelqu'un qui ne comprend pas le mal qu'il pourrait y avoir à se masturber? Parce qu'après tout, c'est un plaisir solitaire dans sa chambre et qui ne fait de mal à personne. Bon, c'est là encore, c'est la même réponse que faisait Tanguy tout à l'heure.
la masturbation en tant que telle, c'est un plaisir effectivement solitaire. Ça n'aide pas à se préparer à faire cette relation conjugale ou cette relation d'amour qu'est la sexualité dans un couple. Parce que dans ce qui est important, et c'est très important dans le plaisir sexuel, c'est que le plaisir de faire plaisir est plus important que le plaisir direct. Si on veut vraiment rendre heureux son conjoint, eh bien, l'important c'est de s'intéresser à lui, ce qui n'est pas le cas dans la pornographie, ce n'est pas le cas non plus dans la masturbation. Comment dirais-je, le partenaire est imaginé sous forme d'une rêverie, qu'on appelle de temps en temps un fantasme, il faut plutôt appeler ça une fantaisie, et qui fait que, Tanguy l'a dit tout à l'heure, ça nous conforme l'esprit au point que maintenant, celui qui est soumis à beaucoup de pornographie ou de masturbation, il va réagir et penser selon ce mode et n'arrivera plus à découvrir l'altruisme de la relation amoureuse. J'ajoute simplement un petit point. C'est un point que j'aime bien préciser à certains de mes accompagnés. Lorsque on a une relation sexuelle et qu'il y a un orgasme, il y a ensuite dans le corps une sécrétion d'ocytocine. Et c'est intéressant parce que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et donc ça montre bien, et l'attachement donc qui permet de resserrer le lien entre deux personnes. Donc ça montre bien que la sexualité, elle a une dimension qui est éminemment relationnelle. Alors, c'est tout à fait juste, mais il faut ajouter que quand une personne se masturbe, homme ou femme, elle ne fait pas d'ocytocine. L'ocytocine n'est produite par l'orgasme que quand c'est un orgasme d'un commun accord avec un partenaire. Ça, c'est très important. Ce qui explique sans doute pourquoi il y a toujours eu peut-être même si se masturber, ça fait plaisir, on ne pourra pas dire le contraire, c'est pourquoi il y a peut-être toujours aussi une petite insatisfaction quelque part. Quoi qu'on en dise, c'est difficile d'être fier de se masturber. C'est quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Probablement que vous étiez nombreux à déjà à savoir tout ça, mais ça m'a paru important de redire au début que c'est mal. Enfin, alors voilà, risqué pour reprendre les mots de Monsieur Laforgue, parce que je sais que c'est des combats qui sont difficiles pour beaucoup de personnes et qu'on n'y arrive pas. Mais au moins une chose, c'est que à défaut que ce soit clair dans votre corps, que ce soit clair dans votre tête. La première guérison, le premier moyen de sortir de tout ça, c'est d'avoir les idées bien au clair sur l'endroit où vous voulez aller, ce que vous voulez vivre. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par poser un rapide tour des lieux. On va continuer un petit peu. Alors, une question qu'on me posait, c'est est-ce qu'il y avait des passages dans la Bible? Alors, le prêtre que je suis va répondre. Vous avez, en ce qui concerne la masturbation, traditionnellement, on parle d'Onan, qui est au chapitre de la Genèse. Vous regarderez, c'est peut-être quelque chose qui vous parlera moins. Je vous indique plutôt deux passages dans le Nouveau Testament qui me paraissent plus clairs. D'abord, Jésus, quand il vous parle de regarder. Euh, Vous avez appris qu'il a été dit celui qui ne commettra pas d'adultère. Moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère. Si donc ton œil t'entraîne au péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux rentrer borgne au paradis plutôt que d'être jeté avec tout ton corps dans la géhenne. Donc c'est même un peu, un peu violent, mais ça c'est bien du Jésus. Et puis par exemple sur la masturbation, saint Paul qui vous dit qu'il ne faut pas satisfaire aux convoitises de la chair et que je ne vais pas les dire ici, mais vous avez des paroles sur la pureté, l'impureté qui sont extrêmement claires. Donc oui, la Bible, de ce point de vue-là, est parfaitement claire. Une autre question que je vous pose à vous, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, on peut s'en sortir, même quand on est bien englué dans une addiction, mais, puisqu'il y a un mais, ça prend du temps et ça demande un engagement de toute la personne. Il faut compter allez, pour faire vraiment une moyenne, hein, parce que ça dépend de chaque personne, mais il faut compter entre 3 mois et 2 ans. Et ensuite, il faut considérer qu'on garde une sensibilité à vie, hein. Je vais prendre une comparaison que tout le monde comprendra. Une personne qui a été alcoolique, même si elle arrête de boire de l'alcool, elle conservera jusqu'à la fin de sa vie une sensibilité particulière à l'alcool. Donc, c'est-à-dire que quand on peut sortir d'une addiction, c'est possible, ça prend du temps, c'est difficile. Et ensuite, il est nécessaire de rester prudent, vigilant et puis humble, en n'oubliant pas qu'on a été addict. Mais dans le cerveau, les circuits concernés par l'addiction ne disparaissent pas. Ils sont là et simplement, ils ne sont pas actifs.
Alors, j'ajouterai une chose, c'est que c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une addiction si on est seul, isolé, et que la grande force pour réussir, c'est d'être aidé de l'extérieur, soit par un professionnel, soit par une communauté de copains ou autres Mmh. qui se disent ben, on va ensemble sortir. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, il existe un groupe qui s'appelle les dépendants affectifs et sexuels anonymes, qui fonctionne selon le même mode que les alcooliques anonymes, avec le même protocole, et c'est une question d'entraide pour qu'on se sente beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort face à la tentation quand on n'est pas tout seul. Alors vous retrouverez dans les livres, hein, je vous le redis, les 2 livres, d'Olivier Florent et de Tanguy Lafort. Il y a encore plein de conseils et cetera. On les reprendra. Je repose la même question, mais en sens inverse cette fois-ci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui n'y sont pas arrivées? Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ah oui, oui, bien sûr, mais il y a déjà un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des handicaps psychiques par rapport au contrôle d'eux-mêmes. Des gens qui ne contrôlent pas leurs émotions et puis des gens qui sont, comment dirais avec des difficultés mentales comme comment dirais-je, l'autisme ou la bipolarité ou la schizophrénie. Là, j'ai suivi un jeune homme schizophrène, soigné par un psychiatre. Il m'avait demandé de, comment dirais-je, de l'aider pour sortir de la masturbation. Et puis finalement, au bout de 3 mois, il m'a dit bah, finalement, non, je renonce à mon projet d'arrêter parce que c'est le seul plaisir que j'ai. Oui, il y a des personnes qui jettent l'éponge, en cours de route. Un ingrédient vraiment important pour s'en sortir, c'est la motivation et donc quand on se lance dans une démarche pour, arrêter, enfin pour sortir de son addiction, il est capital d'avoir une vraie motivation, de l'entretenir et souvent c'est ce qui peut faire défaut. Donc vous entendez ce que vous disiez aussi Tanguy juste avant, ça peut prendre du temps. Et puis Oui, aussi, c'est ce qu'on disait, que c'est dans la tête, donc la motivation aussi, savoir, le oui. sens que vous voulez donner à votre vie et que ne jamais abandonner le combat. Oui, juste un point, ce que vous venez de dire est très important, c'est qu'effectivement, on a besoin d'avoir un sens, une direction générale, savoir qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Ça, c'est important. Mais en même temps, pour une personne qui est dans l'addiction, ça peut être très anxiogène de se poser cette question: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» Et donc parfois, il faut aller par étapes, trouver une motivation qui soit davantage raccrochée au quotidien, à des petits objectifs, mais pas mettre forcément la barre trop haut. Il est important cette question, in fine, il faudra y répondre, mais pas forcément tout de suite, pas trop vite. Moi, je dois dire que les gens qui viennent me voir, automatiquement, on va travailler d'abord sur la motivation, sur le sens de leur vie. Alors, il y en a un qui arrive très fréquemment, c'est des gens qui viennent de rencontrer, par exemple, une jeune femme ou une jeune fille, ou qui vont se marier, qui sont fiancés, et qui me disent: «J'ai envie d'arrêter parce que je ne veux pas être soumis à la pornographie ou à la masturbation, ou les 2 en même temps, généralement. Quand je serai en couple avec elle, je ne veux pas, comment dirais-je, aborder la vie conjugale avec cette tare qu'est, la masturbation et la pornographie. Donc Al la première motivation, c'est réussir son couple. alors, on va passer à une deuxième batterie de questions, quelques idées reçues. Donc vrai, faux, je vous passe ce qu'on me donne en commentaire YouTube et je vous laisse le plaisir d'y répondre. Première idée, la masturbation protège de la prostate. Vrai ou faux? Alors c'est complètement faux. La masturbation, je veux dire la prostate, elle va contenir le sperme au moment où, on a du désir sexuel, et dès que le désir sexuel est arrêté, même sans rapport sexuel, eh bien, la décongestion de la prostate va être automatique. Et les spermatozoïdes qui sont produits ne sont pas stockés indéfiniment dans la prostate, ils sont mangés par les globules blancs au bout de quelques jours, quelques dizaines d'heures. Autant on a besoin de boire et de manger, on n'a pas besoin d'avoir de la sexualité. Donc voilà, vous entendez, je rajoute juste aussi que la fameuse étude qui a montré qu'il y avait encore ça, que ça protégerait du cancer de la prostate n'a jamais été confirmée et que vous avez plein d'autres études qui disent le Mmh. contraire. Deuxième idée, se masturber, ça peut faire du bien dans le sens où ça permet de découvrir son corps. Ça, c'est plutôt les filles qui me disent ça, que c'est une manière de s'approprier son corps et ensuite quand on passe à, entre guillemets, «la véritable sexualité», d'y aller en connaissance de cause, plus en douceur et cetera. Donc, un phénomène d'initiation. Vrai ou faux? Alors moi je dirais que c'est vrai, effectivement,
ça permet de découvrir son corps, avec un risque, c'est d'en devenir esclave. Et la deuxième chose, c'est que quand on ne veut pas, par exemple, se masturber, c'est une bonne raison, mais il faut pas non plus que ça soit par peur de la sexualité. Vous voyez, il ne faut pas que ce fait de dire moi je veux pas, etc. avant le mariage. Oui, mais est-ce que il faut bien réfléchir, est-ce que ça vient d'une peur de la sexualité? Et là, il faudra traiter le problème de la peur autrement. Et c'est la raison pour laquelle, je tiens toujours un discours, très prudent sur la masturbation et d'ailleurs avec les personnes, qui souffrent d'addiction, il faut être dans ce discours ajusté, hein. Pas culpabiliser. Il faut pas faire peur aux gens effectivement. Il faut pas faire peur aux gens parce que sinon OK, on va se couper de la masturbation, on va pas se masturber, mais du coup on va rejeter tout le reste avec. On va jeter le bébé avec l'eau du bain, donc attention. Nous passons à une autre idée reçue. Se masturber, c'est bien parce qu'on en a besoin, notamment tous les 3 jours, on a besoin de se vider les testicules. Alors ça, c'est une bêtise énorme, Mmh. parce que comme je le disais tout à l'heure, les testicules ne contiennent pas de sperme, elles contiennent des cellules microscopiques qu'on appelle les spermatozoïdes et qui sont, comment dirais-je, stockées pendant quelques jours et qui sont mangées par les globules blancs dès que, comme toutes les cellules, elles ont atteint leur durée de vie normale. Alors, éventuellement, on peut avoir des systèmes de régulation automatique qui s'appellent les éjaculations nocturnes, qui ne sont pas liées à des pensées érotiques du sommeil, mais qui sont une gestion automatique de la prostate. Complètement faux, donc, mais c'est quelque chose que, quand j'ai fait mon service militaire, les, les jeunes soldats que j'avais sous ma responsabilité me disaient, mais mon lieutenant, il faut bien que ça sorte. Non, le sperme, il va entièrement. Alors, le liquide séminal, il va se retransformer, si on ne s'en sert pas, en sérum et ça va retourner dans la circulation sanguine. Ça marche tout seul. C'est ça, j'ajoute, je dis souvent à mes accompagnés qu'il ne faut pas, instrumentaliser son corps. Notre corps est bien fait et voilà, il se débrouille très bien tout seul pour un certain nombre de choses. Donc il ne faut pas instrumentaliser son corps pour, voilà, pour légitimer un plaisir. Alors, une autre idée reçue, je parlais de la culpabilité, c'est que j'ai énormément de personnes que ça stresse de manière, je trouve, disproportionnée. Et la première question qui revient souvent de la part de catholiques pratiquants, c'est: «Est-ce que c'est un péché mortel?» Vous faites attention, sur cette question-là, c'est quelque Mmh chose qui est mh. compliqué et ce n'est pas à vous de savoir si jamais c'est un péché mortel ou pas. Vous avez des confesseurs qui peuvent vous aider à évaluer la situation. Ce que vous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est que pour qu'un péché soit mortel, il faut que c'est matière grave, il faut qu'il y ait consentement et il faut qu'il y ait liberté. Le catéchisme de l'Église vous dit qu'il y a matière grave. Voilà. Donc ça, je vais pas vous dire le contraire. Donc ça veut dire que ça ne peut jamais être anodin. Par contre, et là je vous cite le catéchisme de l'Église catholique, pour former un jugement équitable sur la responsabilité morale des sujets et pour orienter l'action pastorale, on tiendra compte de l'immaturité affective. Donc ça, par exemple, un ado qui a 14 ans, ou même autre chose, ça peut être que l'immaturité affective, ça peut continuer après. De la force des habitudes contractées, de l'état de l'angoisse, d'autres facteurs psychiques ou sociaux, quand on est bombardé de pop-up aguicheurs, qui peuvent atténuer, voire réduire au minimum la culpabilité morale. Bon, alors, vous entendez ce que je vous ai dit, donc tout ça, c'était pour vous dire que vous ne pouvez pas considérer que c'est anodin, ça c'est clair, c'est ce que vous dit le catéchisme, mais si jamais on met tous les ados et toutes les personnes qui se masturbent en enfer, on va pas s'en sortir. Donc n'allez pas trop vite là-dedans, c'est le prêtre qui est là et qui est là pour vous élever. Je ne sais pas si vous, par rapport à ça, vous voulez réagir. Une chose, vous avez utilisé un mot, important, c'est habitude. Donc quand on dit habitude, forcément, ça fait penser à addiction. Une addiction, c'est une très mauvaise habitude. Donc une personne qui souffre d'addiction, eh bien, une grande partie de sa responsabilité, une immense majorité de sa responsabilité n'est pas engagée. Voilà, ça, c'est important de le dire. Donc c'est ni un péché grave, ni un péché mortel pour une Hmm. personne qui souffre d'addiction. Donc vous entendez bien ce qui a été dit. Que ce soit bien clair quand on vous dit tout ça, c'est pas pour vous dire que c'est bien ou que vous pouvez y aller, etc. C'est pour vous dire que c'est pas à coup de culpabilité que vous allez vous en sortir. C'est pas ce que vous dit l'Église et ça Oui. respire pas non plus l'Évangile que de faire culpabiliser outre mesure les gens pour ça. On veut des hommes libres et debout. Et j'ajoute un point, frère, c'est que, le sentiment de culpabilité, ça inhibe la confiance en soi et l'estime de soi. Or,
ces éléments, on en a besoin pour changer, pour avancer. Donc, le sentiment de culpabilité, c'est un boulet qu'il faut laisser au bord de la route. Oui, on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce que la gestion de la culpabilité me paraît quelque chose d'extrêmement important sur le long terme. Dernière idée reçue, se masturber c'est bien parce que ça me permet d'éviter de me mettre en colère et un petit plaisir de temps en temps, bah, ça reste un petit plaisir de temps en temps. Ça me permet d'être plus détendu. Mais c'est pas à ça que ça sert, hein. C'est pas la fonction de la sexualité, hein. C'est pas la fonction du plaisir sexuel. Alors certes, ça procure une détente, mais c'est pas à ça que ça sert. Donc, si on utilise, ce moyen-là pour, gérer ses émotions, bah, on oublie de travailler, sur le fond, la gestion des émotions et ça finit par poser des problèmes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que on peut, perdre le contrôle et tomber dans une addiction. Vous entendez tout ça? On va passer maintenant à une autre batterie de questions, un peu plus pratico-pratique. Donc, je crois quand même qu'on peut dire que le premier conseil, en tout cas celui que je donne très, 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 très souvent, c'est les filtres sur internet, parce qu'on a quand même bien 75 des tentations qui viennent de là. Donc maîtriser, son environnement me paraît être important. Il y a plein d'autres trucs, mais il y a au moins aussi très régulièrement le filtre. On parle entre nous, quels sont les filtres que vous conseillez? Il en existe beaucoup. Ils sont de qualité, très inégale. On peut préciser aussi qu'un filtre, ça n'est jamais parfait, il y a toujours des failles. Donc celui qui attend, le filtre parfait pour s'y mettre, il va attendre longtemps. Moi, j'en utilise 2. Alors, je j'ai pas d'action, donc je toucherai pas de royalties en parlant. Il y en a un qui est très bien pour, contrôler les téléphones portables, il s'appelle Boomerang. Voilà, Boomerang contrôle parental, c'est vraiment très bien, mais ça ne marche que sur les téléphones. Et puis il y en a un autre qui est très bien aussi, qui a ses failles, je répète, mais qui est bien quand même, qui s'appelle Custodio. Et un avantage de Custodio par rapport à Boomerang, c'est qu'il permet de filtrer et les téléphones et les ordinateurs et les tablettes. Donc il est complet. Et d'ailleurs, c'est celui que j'utilise à titre professionnel, puisque dans le cadre de mes accompagnements, je propose un service de gestion des bloqueurs à distance. Et comme vous l'avez dit, on ne peut pas, pour sortir d'une addiction, il faut se déconditionner. Et c'est difficile de se déconditionner si on n'a pas un filtre efficace sur son appareil. Et puis, c'est aussi pour faire de la prévention et puis éviter de tomber, même accidentellement, sur des contenus inadaptés. Mais il faut qu'un ami sûr vous mette le code pour ne pas être tenté de le retirer pour regarder. Moi, j'utilise d'autres filtres. Là, vous avez entendu avec les mots de passe. Moi qui utilise énormément, l'ordinateur, la malchance que j'ai entre guillemets, c'est que je ne peux pas donner à quelqu'un un mot de passe parce que c'est pas assez maniable et cetera. Et puis même les filtres, hein, vous voyez sur, le fait de ça permet aussi de gérer aussi son temps. Donc moi, j'utilise un autre type de filtre pour autogérer. Ça veut dire que ça marche avec un système de délai. Ça veut dire qu'il y a le filtre qui est mis en place et puis, vous pouvez dire que dans 3 heures, vous avez le droit de changer la règle ou dans 5 heures. Je trouve que c'est en tout cas pour moi, c'est adapté. Vous avez entendu ce que vous disiez monsieur Laforgue, c'est vrai qu'il y a pas 2 filtres qui f tout il faut essayer. Donc les 2 que j'utilise moi sur l'ordinateur s'appellent Pluck Eye, je l'aime beaucoup. Et puis sur, le téléphone Android, c'est Truffle. Et si jamais les filtres sont payants, ben écoutez, ils sont payants. Il faut investir. Faut investir. C'est Il y a une chose qui est aussi importante, c'est de ne pas avoir ni de téléphone, ni d'ordinateur, ni de tablette dans la pièce où l'on dort. oui. Ça, c'est quelque chose que vous dites, les 2 dans votre livre, sanctuariser le lieu Oui. où l'on se repose, Mmh. pour ne pas en faire un lieu de tentation. Alors, bah, justement, alors là, on commence à ouvrir la trousse à outils. Je le redis encore une fois, vous avez compris, mais, si vous voulez la version développée, hein, c'est dans les 2 livres et encore une fois, vous cassez pas la tête, vous les lisez. En plus, ils se lisent bien. Ils se lisent bien parce qu'il y a un petit côté anecdotique ou dans le sens où ça vous fait voyager sur le tour de la psychologie et cetera. Il y a plein de conseils et vous avez besoin de les connaître si jamais vous avez des problèmes et cetera. Donc ça, c'est la version longue. Ce soir, c'est plutôt la version, trousse, de premier secours. Donc, la question à 100 points, sur lequel on pourrait revenir, toute une heure, mais enfin bon, voilà. Comment réagir en face de la tentation? Alors, la question de la tentation, on n'empêchera pas les tentations. L'important, c'est de savoir la reconnaître le plus vite possible. En fait, il faut comprendre qu'il y a un mécanisme neurologique, c'est que quand mon cerveau détecte un plaisir donné, que ce soit la nourriture, le sexe ou autre chose, si je réagis dans les 3 ou 4 premières secondes, eh bien, le cerveau n'a pas encore pris le temps d'envoyer un renfort de l'hormone du désir qui est la dopamine.
Et donc, si je me dis stop à ma tentation dans les 3 ou 4 premières secondes, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de résister. Et si on attend beaucoup plus longtemps, on n'arrive plus à dire non à sa tentation. La première chose, c'est, que la tentation, il faut arrêter de l'appeler la tentation parce que déjà en disant la tentation, on lui donne un pouvoir, qu'elle ne doit pas avoir. Alors évidemment, on se comprend quand on dit tentation, mais parfois une simple pensée qui arrive de manière involontaire à la conscience, tout de Mmh. suite on la voit comme une tentation et du coup, on veut lui sauter dessus à bras raccourcis et en lui sautant dessus à bras raccourcis, on la renforce et c'est comme ça qu'on finit par tomber. Heu Parfois certaines pensées, qui peuvent déclencher des envies, on leur donne une force qu'elles n'ont pas et voilà donc le mot tentation, parfois n'est pas adapté. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut avoir conscience que on a autour de nous des stimuli externes et donc ce qui est important, c'est d'identifier tous ces stimuli et puis d'en éliminer, le plus grand nombre possible. Et moins il y a de stimuli, moins les circuits dans le cerveau vont être Bah, activés. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les stimuli, ils sont aussi dans notre tête. Et les émotions et tous les comportements disproportionnés, inadaptés, ils prennent toujours racine dans le cerveau. Et donc, il y a beaucoup de réactions en chaîne addictives qui commencent dans le cerveau par une simple pensée. Et donc, comme l'a bien dit Olivier, l'enjeu, c'est d'identifier les pensées au moment où elles apparaissent. Et si tout de suite on a la bonne attitude, c'est-à-dire les laisser passer, voilà, penser à autre chose, faire diversion, et bien à ce moment-là, les envies vont décroître, vont s'arrêter. Alors ça, c'est très important, d'avoir une pensée de dissuasion et donc, c'est jamais la chose qui nous tente, c'est l'idée qu'on s'en fait. j'aime bien ce que dit Tanguy sur, parce que moi j'y vais avec mes gros sabots de curé, hein, donc moi je parle de tentation, je parle de jeûne, je parle de péché et cetera. Mais je vois bien que dans les cas qui sont vraiment atteints et cetera, c'est pas forcément un vocabulaire qui aide parce qu'il y a des phénomènes de culpabilité excessive qui se mettent en place, des phénomènes d'obsession et cetera. Donc, j'aime bien le fait qu'on essaye de prendre la boîte à outils un peu plus psychologique, et pour penser les choses différemment. La notion de programme, parce qu'il y a plein de petites, il y a plein de conseils pratico-pratiques qu'on peut donner. On a parlé des filtres, on a parlé des pensées de dissuasion, je pourrais vous parler du jeûne, je pourrais vous parler de la confession, enfin bon bref, il y en a plein et puis chacun a les siens. Il y a donc encore une fois, il y en a plein là-dedans. Mais il y a aussi la notion de programme, c'est-à-dire que quand on n'y arrive pas et cetera, on peut prendre des choses qui s'étalent sur, Tanguy le disait, 3 mois, 2 ans et cetera. Donc je voudrais savoir si vous pourriez nous parler des programmes que vous essayez de mettre en place et ce qui vous semble bien là-dedans? Moi, je fais de l'accompagnement et donc je fais du sur-mesure. Donc j'ai écrit ce livre pour que les personnes qui souffrent d'addiction ou en tout cas qui sont dans une consommation un peu problématique, puissent faire un début de travail sur elles-mêmes. Mais ensuite, les personnes avec lesquelles j'ai affaire, celles que j'accompagne, on fait vraiment du sur-mesure. Donc, j'ai en tête un certain nombre d'outils, une méthodologie globale, mais je m'adapte à chaque personne, à sa situation, à son histoire, et on fait vraiment du sur-mesure. Donc, du coup, je ne suis pas dans une idée de programme. Mais, j'ajouterais que je suis d'accord avec cette idée que, en fait, chaque cas est particulier et que, si possible, il faut le traiter de façon particulière, chaque personne. Il faut vraiment, si vous voulez réussir, il faut vraiment, être très, fidèle au programme parce que c'est la répétition quotidienne de l'effort fait qui va marquer l'esprit. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours un petit peu. C'est la même chose que quand on veut apprendre une langue étrangère, il suffit d'en faire un quart d'heure tous les jours, mais tous les jours. Eh bien, la Alors, lutte contre la pornographie, c'est tous les jours. une dernière question, peut-être plus pour monsieur Laforgue, parce qu'il y avait quelque chose que j'avais bien aimé dans son livre. Alors, je vais le dire avec mes mots à moi, c'était maîtriser la voix intérieure, celui que vous appelez Gégé Oui, le plombier. Et oui. c'était qu'on avait, alors, on parlait de la petite voix qui vous susurre des mauvaises Mmh, pensées, mmh. etc. Mais qu'on a en nous une sorte de voix, voilà, qui nous met vers, qui nous donne des mauvais conseils. Et qu'une partie du combat consiste à repérer les mauvais conseils qu'on se donne à soi-même et à isoler cette petite voix en nous qui nous tire, vers la facilité plutôt que vers la Mmh, difficulté. mmh. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette petite voix, hein. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Je vais juste donner un conseil.
c'est qu'il y a un truc dont tout le monde dispose de manière naturelle, personne n'en a été privé, c'est la respiration. La respiration, c'est le premier outil dont on dispose pour garder le contrôle de nous-mêmes. Et elle a 2 intérêts, la respiration, c'est que d'abord quand on se concentre sur sa respiration et qu'on respire de manière consciente, quasiment donc on ferme les yeux, quasiment en regardant mentalement, son nez, sa bouche. Si on se concentre sur la respiration, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, comme on ne peut pas faire 2 choses à la fois, contrairement à ce que certaines femmes prétendent, eh bien, on va quitter le cerveau et on va quitter les pensées, qui vont nous emmener dans des comportements qu'on ne voudrait pas avoir. Et le deuxième intérêt, c'est que en respirant et notamment en se concentrant sur l'expiration, on active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, dont la mission est de ramener à la normale toutes les fonctions organiques qui ont pu s'emballer. Et du coup, ça permet de prévenir l'excitation, l'emballement émotionnel, ou ça permet de le faire revenir à, voilà, de faire revenir à un niveau normal. Donc la respiration, c'est un truc tout bête sur lequel on peut travailler, et notamment, comme le disait Olivier, avec une pratique quotidienne. Voilà, ce sera la dernière question. Si vous avez un mot de la fin. Moi, je répète la chose que j'ai déjà dite parce qu'elle me semble le plus important, c'est ne cherchez pas à lutter seul. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, saisissez cette chance d'avoir un ami, une amie, une fiancée, prêtre, ami, etc., pour être pris dans un réseau de relations. C'est quand on est seul ou quand on se croit seul qu'on fait des bêtises. Oui, même chose, hein. Si on sent qu'on n'arrive pas à se dépatouiller, tout seul, se faire aider. Les personnes que j'accompagne, hommes et femmes, elles ont entre 16 et 79 ans. La personne la plus âgée que j'ai accompagnée avait 79 ans. Donc de grâce, si vous avez une difficulté, n'attendez pas 79 ans pour demander de l'aide. Voilà, il vaut mieux, demander de l'aide à 16 ans, et traiter le problème tout de suite que d'attendre des décennies. Un grand merci pour toutes ces questions. Donc, je le redis, vous allez me dire que je me répète, mais c'est pas grave. Le but de ce soir n'était pas de sortir toute la panoplie, etc. C'était plutôt pour essayer de motiver, pour essayer de vous donner des petits trucs, etc. Si vous voulez la version plus approfondie, les 2 livres, hein, Halte Porno, Olivier Florent. Délivrer 10 étapes pour arrêter la pornographie. Il y a les liens qui sont en bas. Mon conseil serait d'acheter les 2 parce qu'en fait, les deux traitent de la même chose tout en parlant différemment, etc. Et tout ce qui peut vous motiver pour y arriver, c'est bien. Et que, encore une fois, tout ne se résout pas à coup de confession et de prière, même si on aimerait que ce soit vrai. J'ai suffisamment d'expérience en tant que confesseur pour vous le dire. Donc, n'hésitez pas à dépenser de l'argent sur les filtres, à acheter des livres. Vous avez tous les contacts si vous voulez rentrer en contact avec Monsieur Florent ou Monsieur Laforgue. Un grand merci à vous 2. Je prie Merci, pour Greg. ce que vous faites en espérant que ça puisse faire le plus de bien autour de vous. Je me rends compte de la difficulté, j'allais dire du ministère que vous exercez, mais oui, je pense que c'en est un. Un grand merci à vous 2.